Bienvenue à ce webinaire. On démarre. J'espère que vous allez bien. Il fait beau aujourd'hui. Donc, vous êtes les bienvenus à ce webinaire. Et aujourd'hui, l'épisode 1, ou la première partie, s'appelle « Alignement des objectifs stratégiques à la vision de leader ». Aujourd'hui, on va s'intéresser à « Il y a une vision de leader, il y a des objectifs stratégiques, comment aligner les deux ?» Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas si évident que ça. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, le leader doit toujours aligner sa vision aux objectifs stratégiques. Alors, vision leader, objectif stratégique de l'entreprise ou de l'organisation dans laquelle il travaille. Et les gens prennent ça parfois pour acquis, ce qui n'est pas le cas tout le temps. Ce n'est pas toujours évident. Et dans ce cadre-là, alors moi, je représente Certif Projet. J'ai une chaîne YouTube intitulée Certif Projet. Je mets régulièrement du contenu Internet. Je vous partagerai le lien de la chaîne YouTube tout à l'heure. Et aujourd'hui, on a le plaisir que ce webinaire est animé par Monsieur Kamal Alaban, qui est expert. C'est un ancien des télécoms, mais je vais le laisser se présenter lui-même. Ne ratez pas l'occasion par la suite de poser vos questions, etc. Parce que Monsieur Kamal Alaban a une longue expérience, surtout au niveau des multinationales. D'accord? Tfadal, Monsieur Kamal, et présentez-vous. Shahira de la Tunisie. Ah, excellent, excellent. Marhaba bik, marhaba bik. Marhaba bik. Tfadal, Monsieur Kamal. Tfadal. J'espère que Monsieur Alaban n'a pas de soucis. Il n'y a pas de… Monsieur Kamel, on n'entend pas Monsieur Kamel. Il a un souci de son, attendez. Voilà. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, Voilà. oui. Oui, très bien. Bon. Oui, c'est bon. Alors, depuis un certain moment que je suis en train de me discuter tout seul. Ça, c'est la beauté des choses du live. Bienvenue, M. Alaban. Bienvenue, M. Kamal. C'est ça. Wallah, alhamdulillah, très bien. Merci beaucoup. Donc, Siad a très bien commencé la présentation de ce webinaire et on va avoir une série de webinaires qui ont une relation directement avec le management de projet. Alors, le premier choix était l'alignement des objectifs stratégiques à la vision du leader. Alors, la question qui se posait tout le temps, c'est que comment décliner les différents objectifs stratégiques à partir d'une simple vision, sachant très bien que le chef d'entreprise peut facilement émettre une vision, mais ses collaborateurs les plus proches ne savent pas, peut-être par méconnaissance ou par une raison ou une autre, ne savent plus comment décliner ces objectifs. D'où l'intérêt de ce webinaire. Alors, je me présente d'une manière très rapide. Je suis Kamal Alaban, je suis consultant formateur dans plusieurs domaines, comme vous le voyez, mais spécialement, c'est le même domaine. Lorsqu'il s'agit, alors les domaines qui sont ici, c'est le domaine d'industrie, management de projet et leadership management. Lorsqu'on veut développer la performance d'une entreprise ou d'une manière générale d'une organisation, on doit la convertir en mode projet. Et une fois que le mode projet est converti, on doit exercer un certain management et leadership pour atteindre les objectifs. D'où les trois thématiques qui sont affichées dans le tableau. Les gens cherchent, les entreprises cherchent et les gens cherchent toujours à accéder et exceller dans leur performance, atteindre l'excellence professionnelle. Voilà à peu près. Moi, j'interviens, j'ai créé 2 entreprises. J'ai commencé d'un simple technicien technico-commercial et j'ai terminé par le poste de directeur général. J'ai réalisé plusieurs projets de plusieurs millions de dollars, mais en même temps, j'ai une autre partie de bénévolat avec des organismes étrangers. Alors, on va arrêter un petit peu la présentation et je vais afficher un chiffre. 90%. Alors, vous pouvez activer vos micros et dites-moi qu'est-ce qu'ils représentent, ces 90% par rapport à notre webinaire.
90% de pratique. Ça veut dire tout ce que vous allez nous dire, c'est ressorti du terrain. Oui, c'est ça, mais pas que ça. Quoi d'autre? Réfléchissez un petit peu, Shahira. Bon, une autre réflexion. Best practice, 90%, ce sont des best practices. Il y a aussi ça, il y a aussi ça. Mais le plus important, c'est au-delà de ça. 90%, c'est des objectifs atteints. Oui. Alors, je vous laisse encore 30 secondes pour attirer votre attention. Surtout, il ne faut pas me dire que 90% de notre cerveau est constitué de l'eau. Ce n'est pas ça. 90% des objectifs des entreprises ne sont pas réalisés à cause de mauvaise gestion des… Quand même. C'est beaucoup, hein? Regardez, le chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il cherche réellement? Le chef d'entreprise cherche des chefs de projet qui s'engagent pleinement dans leur travail. Est-ce que c'est le cas? Alors, je dirais, il y a eu une étude récente. Il disait que 90% des subordonnés directs ont le sentiment d'engagement total lorsque la vision est commune et peut être réalisable. Ce qui est important, c'est la vision doit être commune et réalisable par rapport aux subordonnés. Il y a eu une étude qui a été effectuée avec 2 professeurs de l'université Harvard, James Cruiser et Barry Posner, qui ont, après 30 ans d'études, et ils ont pris un échantillon de un peu plus de 3 millions de leaders dans le monde, dans les 4 coins du monde, ont déterminé que une fois que la vision est claire et commune et partagée par les différents subordonnés, donc 90% des subordonnés vont adhérer pleinement à l'exécution de cette vision. Alors ça, toute cette étude a été publiée dans le livre de Leadership Challenge de James Cosner et Barry Posner. Alors, c'est quoi la vision selon vous? Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi une vision? De manière très simple, light. On ne va pas partir sur les définitions académiques. C'est juste sur quelque chose qui peut être utilisé à partir de maintenant. C'est quoi une vision? La vision, elle est à long terme. Ça veut dire où il veut atteindre. Ça veut dire le point d'arrivée. Tout à fait. Ça, c'est bien. Est-ce qu'il y a autre chose à faire, à dire? Ben, derrière, il y a un plan d'action, il y a des objectifs pour atteindre la vision. Alors, c'est ça ce qu'on va faire aujourd'hui pour comment décliner ce plan d'action. Mais la vision reste toujours, si on va définir d'une manière très simple, c'est quoi la vision? C'est l'image de futur de la personne ou de l'organisme dans le futur. C'est l'image de la personne ou de l'entreprise dans le futur. Je vais te dire, Shahira, tu te vois comment dans 20 ans. Et cette image-là que tu as pu la dessiner représente ta propre vision. Et c'est la même question qu'on la pose par rapport à une organisation ou une entreprise. L'entreprise, une organisation peut être une entreprise à but lucratif ou à but non lucratif. C'est ça la vision. Alors, le chef de projet joue un rôle essentiel dans l'exercice de son leadership sur une équipe projet afin d'atteindre les objectifs stratégiques de l'organisation. Alors, le choix du chef de projet par le chef d'entreprise est crucial. Pourquoi? Parce qu'il est là. Il est là pour engager et faire fédérer l'équipe projet à réaliser ses objectifs. Et je dirais à ce moment-là que M. Bendali, Abdelrazak, je pense qu'il veut souhaiter dire un mot sur ce sujet-là. Très, très bien. Donc, moi, je voulais parler du rôle du chef de projet
dans le sens de la notion de leadership, un chef de projet, on a souvent tendance, surtout par le passé, à le réduire au fait que ce soit un gestionnaire qui gère des tâches, qui distribue des activités, qui est beaucoup plus dans l'organisation technique. Et on oublie souvent le côté managériel ou le côté leadership. Et on se rend compte aujourd'hui que l'aspect leadership, management d'équipe, communication sont des éléments clés de la gestion du chef de projet. Moi, je prends par exemple deux standards qui semblent très divergents, mais qui sont bizarrement qui sont très proches. Je prends le PMI et je prends l'IPMA. Alors, l'IPMA, c'est un standard de management de projet qui considère les compétences d'un chef de projet comme des yeux. Et il en a trois. Un qui concerne practice, qui concerne la pratique du chef de projet, qui concerne l'évaluation des risques, par exemple, l'estimation d'un budget. Le deuxième qui s'appelle people, ça veut dire qui est dans tout ce qui est leadership et communication. Et le troisième qui s'appelle perspective. Donc, c'est la notion de vision. Puis après, on prend le PMI. Le PMI, alors, je n'ai pas retenu les trois nouveaux noms qu'ils ont donnés à ça, mais il parle aussi de stratégie et de développement business. Il parle de gestion des ressources et de communication et de leadership. Et il parle d'exercice pratique du management de projet. Et on voit bien que si on voit ces trois éléments, un chef de projet n'est pas juste un technicien qui fait un déroulement d'un projet. Est-ce qu'un projet est réussi parce qu'on a réussi à donner le bon livrable, la bonne matière? Pas uniquement. Si on ne le livre pas dans les délais, avec l'équipe qu'il faut, avec le budget qu'il faut, on a raté beaucoup de choses. Donc ça, c'était juste pour ajouter le fait que classiquement, on voyait un chef de projet comme un gestionnaire qui distribue les tâches, alors qu'aujourd'hui, la notion de leadership et la notion de vision sont des éléments clés qui sont introduits dans la majorité des standards de management de projet. Voilà, je te repasse la parole, Kamal. Dans la continuité, on va dire que le chef de projet par rapport à la vision, il doit avoir des capacités de mobiliser l'équipe à atteindre le but qui est devenu la vision. Et il doit avoir une certaine capacité. Il doit avoir non seulement des capacités soft, mais des capacités aussi hard. Ce qui est important pour la réussite d'atteindre les objectifs stratégiques de l'organisation. Mais pourquoi on a besoin de chef du projet et qui a la capacité d'atteindre les objectifs stratégiques? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? C'est par rapport à la réflexion suivante. Regardez, le chef de projet joue un rôle essentiel dans l'exercice de leadership sur une équipe projet afin d'atteindre les objectifs stratégiques de l'organisation. Pourquoi on a besoin de ce chef de projet? Est-ce que quelqu'un peut me dire d'une manière très simple pourquoi l'importance du chef de projet est cruciale? Il est le chef d'orchestre. Ça, c'est sûr. Parce qu'on a besoin d'un leader. C'est important. Mais dans l'organisation, quelle que soit l'organisation, on cherche quoi exactement? On cherche de créer de la valeur. Est-ce que c'est ça? Et la valeur, non seulement on veut avoir un livrable, ça c'est un, mais ce livrable représente un résultat, de préférence un résultat positif. Ce résultat doit aussi assurer un certain bénéfice, ça c'est le troisième point. Mais ce qui est plus important, c'est de créer de la valeur. Mais la valeur pour qui? Oui, ça, tu peux me dire quelque chose par rapport à la valeur pour qui? Bon, la valeur pour son équipe, non? Est-ce qu'on réalise un projet pour l'équipe projet? Pour l'entreprise. Et l'entreprise là, ça c'est sûr. Mais l'entreprise, elle réalise le projet pour qui? Pour toute l'équipe, pour l'entreprise, pour le bien-être de tout le monde. Alors, en fin de compte, l'entreprise a été créée non seulement pour
pour s'épanouir, mais en même temps pour faire un bénéfice derrière. C'est ça l'objectif initial de la création de l'entreprise, de créer de la valeur, qui soit de la valeur business ou autre chose. Donc, on est là pour satisfaire les exigences du consommateur, mais aussi des différentes parties prenantes. Et c'est à ce moment-là, lorsque les consommateurs et les parties prenantes sont satisfaits, l'organisation va devenir une organisation performante. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Oui. Oui, exactement, oui. Alors, en fait, si on parle des parties prenantes, c'est qui les parties prenantes? Lorsqu'il s'agit des consommateurs, c'est clair, c'est toute personne qui va consommer le produit. Mais les parties prenantes, c'est qui? Tous les intervenants, pour tous les intervenants Alors, oui. Voilà. Tous les intervenants qui vont intervenir pour réaliser le produit final. En fait, c'est juste une partie. Les parties prenantes, c'est un individu ou un groupe d'individus ou un organisme qui a une relation directe ou indirecte avec le projet, qui peut l'impacter de manière positive ou négative. Oui, exactement, c'est ça, oui. Alors, c'est ça les différentes parties prenantes. Et les parties prenantes, une fois qu'on satisfait les exigences du consommateur et les différentes parties prenantes, c'est à ce moment-là qu'on commence à devenir une organisation performante. Si j'ai à vous poser une question, c'est quoi une organisation performante? Ben, elle a réalisé, elle est rentable et plus. C'est sûr. Est-ce que lorsqu'on parle d'une organisation, est-ce qu'on cherche toujours la rentabilité? Ben, c'est une évidence, la rentabilité. Mais la performance, c'est un plus. Regardez, Shahira, si on parle dans chaque pays, on construit des logements sociaux. C'est vrai? Et généralement, on offre ces logements. Est-ce qu'il y a une rentabilité derrière? Ben oui, évidemment. Généralement, si les logements sociaux, est-ce qu'on va les vendre à leur propre coût ou généralement à des coûts inférieurs à la normale? Ben, on les offre pratiquement, on ne les vend même pas. Donc, ici, on ne parle pas de la rentabilité. Mais c'est une organisation performante. Pardon, je m'excuse. Oui. Une organisation performante est une organisation qui est capable de réaliser son objectif dans les délais. Tout à fait. C'est un des critères. Mais, allô? Oui. Lorsqu'on parle d'une organisation performante, oui, elle peut réaliser un objectif à temps, mais elle ne pourra pas créer de la valeur. Ça peut être ça. Je vais donner un exemple. Il y a eu une histoire en 1970 de la maison Ford. La maison Ford a décidé de produire une voiture avec les performances d'une grande voiture, mais le prix de cette voiture-là devrait être inférieur à $2000. Et ils ont donné un temps de réalisation de cette voiture-là. Ils ont donné 6 mois. Alors, les ingénieurs se sont mis à cheval, on va dire, pour réaliser cette voiture-là. Ils ont pu réaliser une voiture au bout de 6 mois avec le prix inférieur à $2000. Et c'était un grand succès et un très grand challenge pour la maison Ford. Une fois que les voitures ont été mises sur le terrain, sur les routes, ils ont constaté quelque chose. Ils ont constaté qu'à partir d'une certaine vitesse, la voiture ne tenait plus sur la route. Il y a eu des accidents graves. Après un certain moment, juste une semaine, le taux d'accident par rapport de cette gamme de voitures a fait une ascension de 1% jusqu'à 70%. Après juste une semaine, les dirigeants de la maison Ford ont donné une instruction de retirer l'ensemble des voitures sur le marché. Pourquoi? Ils ont atteint leurs objectifs dans un délai de temps.
Mais en fin de compte, avec tout ça, ils ont retiré les voitures. Pourquoi, Linda? Bah, l'image, parce qu'il y a beaucoup d'accidents. Normalement, les les maisons de construction de voitures, ils offrent avec la sécurité. Exactement. Parce que une des valeurs de la maison forte était la sécurité first, au premier. Et une des valeurs n'est plus d'actualité. Ils ont atteint l'objectif qui a été tracé. Ils ont fait retirer la voiture. Donc, la question d'atteindre les objectifs dans un temps bien déterminé avec succès, pas forcément c'est la réussite du projet. Mais par contre, ils ont fait un livrable. Ce livrable-là a représenté un résultat. Le résultat était négatif par rapport aux valeurs de l'entreprise. Alors, tout simplement, lorsqu'on parle d'une organisation performante, c'est une organisation qui peut augmenter la productivité. Non seulement augmenter la productivité, mais atteindre l'excellence opérationnelle. Et une fois qu'on puisse atteindre l'excellence opérationnelle, c'est à ce moment-là qu'on parle de la pérennisation de l'activité. Des questions? Alors, l'organisation performante est une organisation qui peut aligner les objectifs stratégiques à la vision. Alors, une organisation, généralement, lorsqu'il y a une vision qui est claire par le chef d'entreprise, il va découler plusieurs objectifs stratégiques. Alors, quels sont les différents moyens qu'on peut mettre en place pour qu'on puisse faire cette déclinaison? Est-ce que vous avez une idée comment peut-on décliner les objectifs stratégiques par rapport à une simple vision? Ben, le début, c'est que l'objectif doit être SMART déjà. Spécifique, mesurable, atteignable, réalisable dans le temps. Donc, il doit déjà remplir les données d'un projet SMART pour s'assurer à ce que ça c'est en liaison avec la vision de l'entreprise. Alors, ça, c'est un objectif. Mais Chahir, on parle ici des objectifs stratégiques. Ce n'est pas juste que des objectifs. Alors, oui, mais regardez, la cascade, on parle ici de la cascade de la vision de l'entreprise vers tous les éléments qui sont les éléments opérationnels dans l'entreprise. Donc, c'est une cascade. Donc, chacun, il a un rôle pour que cette vision soit réalisée ou soit atteinte. Donc, on va cascader tout ça avec des objectifs stratégiques et chacun, il a un rôle, d'après moi. Oui, on va juste segmenter. L'objectif de ce webinaire, c'est comment peut-on segmenter ces différents domaines pour qu'on puisse cascader de chaque domaine un objectif lié à la vision. En fin de compte, si on va prendre une organisation pour qu'on puisse comprendre. Si on va prendre l'organisation est là pour faire quoi en fin de compte? Si on parle d'une organisation à but lucratif, purement lucratif, d'accord? Elle cherche réaliser des bénéfices. Les bénéfices. Donc, la première des choses, c'est de réaliser un bénéfice, c'est ça? Bon, la bénéfice, la pertinence, le développement. On va partir étape par étape. Donc, le premier point, c'est de réaliser un bénéfice, c'est ça? Oui. Pour qu'elle puisse résister et continuer à exister, elle doit réaliser des bénéfices. Ça, pour qu'elle puisse être pérenne, on a besoin de l'argent derrière. Oui. Ça, c'est sûr. Alors, tout simplement, avant ça, mais on doit d'abord trouver un chef de projet entrepreneur. Si on affecte cette mission à n'importe quelle personne, est-ce qu'on va assurer la réussite de ses objectifs? Non. Non, on ne peut pas. Parce que si on donne la mission à une mauvaise personne, ce qui est sûr et certain, il y aura un échec. C'est un échec. Parce que regardez, on a dit, c'est de trouver un chef de projet entrepreneur. Le mot entrepreneur,
nous donne une signification, il donne une autre dimension. C'est quelqu'un qui prend de l'initiative, c'est quelqu'un qui sait prendre des risques, mais aussi c'est quelqu'un qui assure la réussite des objectifs. Alors, regardez, ici, nous, généralement, on donne des solutions, mais on n'assure pas la réussite de cette solution. On donne des solutions et on attend. Mais le chef de projet entrepreneur donne une solution, mais assure la réussite de cette solution. Donc, il s'engage pleinement. Ça, c'est la première des choses, c'est le facteur humain. Lorsqu'on parle de facteur humain, on doit trouver un équilibre entre les différents domaines d'exécution. Si on parle de l'entreprise d'une manière générale, l'organisation, il y a plusieurs domaines. Il y a la partie finance, il y a la partie RH et autre chose, la logistique, etc., etc. Et c'est à ce moment-là, on doit déterminer quels sont les différents domaines d'exécution les plus touchés par cette situation. Et lorsqu'on commence à exécuter le plan d'action, il est souhaitable aussi de déterminer, d'accord, déterminer et de mesurer l'évaluation en utilisant des indicateurs pertinents. Ça, c'est supposons qu'on n'a pas des indicateurs, si on n'a pas une mesure par rapport à ça. Comment peut-on savoir si on est dans le bon chemin ou dans le mauvais chemin? C'est en mettant des indicateurs, c'est en mettant des jalons, c'est à ce moment-là qu'on va dire qu'on est dans le bon sens ou dans le mauvais chemin, mauvais route. C'est Abdelazar, souhaitez-vous dire quelque chose par rapport aux indicateurs? Oui, oui. Alors, concernant les indicateurs, dans le domaine du management de projet, il y a une méthode qui date des années 60. Alors, on l'appelle la norme C du ministère de la Défense américain, et maintenant, c'est passé dans le civil. Je pense que vous connaissez déjà quelques éléments de cette méthode. C'est d'évaluer l'avancement d'un projet par rapport à des indicateurs tels que le délai, la consommation financière, et tout ce qui est périmètre, tout ce qui est choses qui ont été réalisées. Et c'est resté en management de projet comme un élément clé de mesure de l'avancement et de la performance. Quand on parle de mesure de la performance dans des standards de management de projet comme le PMBOK, on va vous dire la mesure de la performance se fait sur la base d'une méthode qui s'appelle Earned Value Management ou la méthode du management par la valeur acquise. La valeur acquise, c'est la combinaison de 3 éléments. C'est le périmètre, ça veut dire qu'est-ce qu'on livre dans le projet, quels sont les éléments qu'on va ramener au fur et à mesure et qu'on va remettre à notre client dans le projet. Le deuxième élément, c'est la rapidité de livraison. Donc, est-ce qu'on suit une cadence qui est selon ce qui a été planifié ou pas? Et le troisième élément, est-ce qu'on dépense plus que prévu ou pas du tout? C'est-à-dire qu'on va évaluer la performance d'un chef de projet sur la base de ces 3 paramètres. Est-ce qu'il livre le bon produit? Est-ce qu'il le livre à temps? Est-ce qu'il le livre avec le budget qui a été prévu initialement? Et puis après, comme c'est une méthode qui va unifier ces 3 éléments, on va tout rendre monétaire. C'est-à-dire que les gens qui abordent cette méthode la première fois vont être un peu perturbés. Ils vont se dire, d'accord, on va mesurer l'avancement du délai avec l'avancement financier. Oui, on va le mesurer comment? Avec de l'argent. Ça veut dire qu'on va tout traduire en argent et l'avancement des délais va être mesuré en argent, l'avancement financier va être mesuré en argent et l'avancement en termes de livrables va être mesuré en argent. C'est pour ça, je crois que les anglo-saxons disent time is money. Mais cette méthode, qui est très présente en termes de management de projet, est un classique. Est-ce que c'est la seule qui existe? Est-ce que les indicateurs de performance dans tous les projets sont les mêmes? Bien sûr, il y a les basiques, avancement délai, avancement financier, mais il y a aussi beaucoup d'autres indicateurs. Et nous allons voir tout de suite avec Kamal quelques exemples qui sont, à mon avis, intéressants. Pourquoi? Parce qu'on sort on sort du standard, du copier-coller, des éléments qu'on va retrouver dans tous les projets ou dans toutes les mesures de performance, et on va essayer d'adapter les indicateurs de performance par rapport aux activités qu'on fait. On ne peut pas avoir des choses standards, copier-coller, des recettes qu'on va coller un peu partout. Je pense que aujourd'hui, on a dépassé le stade de avoir une recette commune à tous les projets, à toutes les organisations
qui va servir de la même manière, avec le même modèle, avec les mêmes indicateurs. Voilà, تفضل Kamal pour la suite. Merci à ça. Alors, en fait, ce qu'on va présenter maintenant, c'est que cette approche, elle n'est pas limitée juste aux parties télécom ou à l'industrie. On peut l'utiliser dans l'industrie, dans le télécom, dans le BTPH, dans le médical. Même les médecins peuvent l'utiliser. Même les pharmaciens peuvent l'utiliser. Même le paramédical peut l'utiliser. Donc, c'est qu'il soit dans le domaine pétrolier, gazier, ça ne change pas. Juste, c'est la manière de le faire qui va changer. Et cette approche, pour réussir à avoir un équilibre et un alignement entre les différents objectifs stratégiques, il est souhaitable d'aligner la stratégie aux 4 domaines suivants. Avant que je vais défiler les différents domaines, on va partir sur quelque chose. J'ai besoin d'une personne qui va intervenir avec moi, qui peut être volontaire. Voilà. Qui souhaite être volontaire pour qu'il puisse présenter les différents domaines. Je suis volontaire, mais je n'ai pas une idée sur les 4 domaines. Je veux participer, tester mes connaissances, améliorer mes connaissances, bien que je ne connais pas ces 4 domaines. C'est nouveau pour moi. Ça c'est bien. Alors, regardez. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Voilà. Est-ce que tu peux choisir une personne parmi la liste qui peut être ton binôme? Alors, Monsieur Saad, est-ce qu'il est là? Ah oui. Oui, je suis là, oui. D'accord. Monsieur Saad, vous êtes en couple avec Shahira, c'est ça? Très bien. Oui. Ça va. Dans ce Bonsoir, webinaire. Monsieur Saad. Bonsoir, Enchanté, bonsoir. Bonsoir. On doit faire une équipe, hein. On doit réussir, on est des entrepreneurs. Exactement. Alors, vu que vous êtes des entrepreneurs, je vais un petit peu vous serrer la main. Alors, dites-moi, imaginez que vous avez une entreprise. La première réflexion, qu'est-ce que vous devez avoir? Pas de l'argent. Pardon? Beaucoup d'argent. Un beau capital. Oui. Donc, l'aspect financier est très important. Oui, il y a un capital pour démarrer. Sinon, je rentre pas en projet avec Monsieur Saad. Si vous n'êtes pas un milliardaire, laisse tomber. D'accord. J'ai compris le message, Shahira. J'ai bien compris le message. D'accord. Donc, la première des choses, c'est question de finances. Oui, finance avec l'importance du projet aussi, de l'idée du projet. Parce qu'on peut avoir un bon capital, mais l'idée du projet, le marché n'est pas preneur, donc on va perdre, moi et Monsieur Saad, tout notre argent, malgré qu'on se comprend bien. Regarde, on est parti sur la vision qui est claire, et mesurable et ambitieuse pour tout le monde. D'accord? D'accord. Donc, le premier aspect, c'est le finance. C'est l'argent. Bien sûr, c'est important. Alors, je ne sais pas, est-ce que M. Saad il est d'accord avec moi ou non? Oui, je suis tout à fait d'accord, oui, bien sûr. Alhamdulillah. Alors, un point commun pour Shahira et Saad. Alhamdulillah, vous êtes dans le bon sens. Alors, le deuxième pas, pour acquérir cet argent, on a besoin de qui? Une entreprise est là pour développer un produit et vendre un produit. Mais ce produit est pour qui? Pour un consommateur. Pour un client final. Effectivement, c'est le client. Effectivement, c'est le client. Donc, il faut trouver un marché. Qu'il soit un marché, mais il y a toujours un client derrière ça, c'est vrai? Oui. Donc, on va résumer tout ça en client. Est-ce que tu es d'accord, Serge Shahira? Très bien. Oui. Alors, parfait. Le client, lorsqu'on parle de l'être humain, il peut être un patient, il peut être un malade, ou etc. Donc, on va dire l'être humain comme étant un client, quelle que soit la discipline. D'accord? Ouais. Alors, pourquoi que le client achète le produit? Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Il y a un besoin. Il y a un besoin. Ça, c'est un besoin par rapport à quoi? À une demande. Une demande. Alors, est-ce que toutes les demandes sont exaucées ou réalisées? C'est notre devoir. C'est notre devoir. Alors, pour atteindre la satisfaction de cette demande-là, est-ce qu'on doit améliorer quelque chose? Le service. Le service. Le service, excusez-moi, on doit déjà
tout ce qu'on doit donner au client, il doit être déjà étudié dans le business model. Ça veut dire comment on va se différencier par rapport à notre concurrent et par rapport aussi le besoin qui existe sur le marché. Tout à fait. Mais Shahira, lorsque tu parles du business model, le business model, généralement, il n'est pas statique, il est dynamique. C'est vrai? Oui, oui, mais moi, au début, déjà, pour m'intégrer dans le marché, pour m'intégrer déjà dans le marché, je dois me différencier par rapport à mon concurrent le plus redoutable, déjà pour pouvoir avoir des premiers clients, faire mon branding, mon image, ma notoriété. Et après, comment, selon ma vision, est-ce que je vise à ce que je deviens une entreprise plus concurrente? Donc, je vais aller chercher comment me différencier par rapport à l'autre concurrent redoutable. Et c'est toujours mon produit et le client qui sont devant moi comme une référence ou un repère. Oui. Alors, regardez maintenant, Shahira. Si tu es devant un client, c'est bon, tu as vendu déjà un service. D'accord? Oui, oui. Est-ce que demain, tu vas le vendre de la même manière? Ben non, normalement, surtout avec l'évolution du marché actuellement, Ouais. je ne peux pas garder le produit avec le même package ou le même service parce que le monde bouge. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? ben, je vais investir. Oui, investir, mais sinon, si on n'investit pas, est-ce qu'on a toujours la possibilité d'investir? Je n'ai pas compris. On s'adapte. On s'adapte. Si on ne s'adapte pas, est-ce qu'on peut faire quelque chose juste en interne, par exemple, en interne pour améliorer l'efficacité? Qu'est-ce qu'on doit faire? La relation avec le client, comment fidéliser le client avec le même produit, le même package? On a parlé de client, le deuxième domaine qui est le client. On a parlé de finance, client. Maintenant, on cherche le troisième domaine. Regardez. Compétences. Pardon? La performance. La performance par rapport à quoi? Par rapport au coût? Regardez, je reviens sur la définition. Shahira, Saad et les autres. Si on a vendu un produit aujourd'hui et on sent dans quelques temps, il va atteindre la maturité. Et une fois qu'il atteint la maturité, il y a le déclin, c'est vrai? Oui, c'est ça, oui. Pour éviter ce déclin, qu'est-ce qu'on doit faire à l'intérieur? Est-ce qu'on doit vendre de la même manière ou on doit faire autre chose? Là, c'est le côté marketing qui va jouer un Côté jeu. marketing, alors, je vais vous aider. Regardez, on n'a pas les moyens d'investir, d'accord? Ou de développer d'autres produits. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse améliorer le service? Alors, je me permets d'intervenir. Un petit indice. Kamel راهو غير ينسيستي ويمد لكم واحد المو كلي amélioration. Et essayez de penser à la notion d'amélioration continue et de qualité. Merci, Abdelzak. Alors, Shahira? Oui, j'ai bien compris là. Politique qualité. Alors, on parle de qualité. Derrière, qu'est-ce qu'il y a les qualités? Améliorer le relationnel ou le process entre l'équipe. Exactement. C'est pas, alors, entre le relationnel et le process, vous devez choisir un mot. Lequel? Le relationnel. Non, le relationnel, il est dans le client. On a déjà choisi le client. Oui, oui. C'est le quality management system. Donc, effectivement, on doit améliorer les processus internes. Processus interne, exactement, oui. Donc, ça, c'est important. Et une fois qu'on améliore les processus internes, est-ce qu'on va l'oublier? Ça, c'est le troisième domaine, où on doit l'enregistrer quelque part. Et c'est à ce moment-là qu'on doit prendre le quatrième domaine. Ça va être un petit peu difficile pour le trouver. Alors, c'est l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on a appris de nos expériences précédentes? Ça, ce qui est important. C'est vrai, oui. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, la première, les 4 domaines, les voilà. C'est à partir de la vision. On doit décortiquer la vision. Le premier domaine qui est le domaine de la finance.
on va donner plus de détails après. Il y a le deuxième domaine, c'est les différents clients. Ça, c'est important. Le troisième domaine, c'est le processus interne. Et le quatrième domaine, c'est l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on a appris par rapport à nos expériences précédentes? Ça sert à quoi de relancer un nouveau produit, de relancer une activité si on ne peut pas la comptabiliser, l'apprentissage? Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, oui, oui. Oui, c'est clair, oui. Est-ce Ok. que vous pouvez développer un peu plus du côté apprentissage, s'il vous plaît? Pardon? Est-ce que vous pouvez développer la partie apprentissage? Oui, avec plaisir. Pour que je puisse vous aider, Linda, vous êtes dans le pharma, c'est ça? Non, dans l'équipement médical, mais presque pareil. Très bien, regardez. Si on prend l'équipement médical comme étant un exemple, Mhm. aujourd'hui, vous avez lancé un équipement pour le vendre. Vous avez Oui. fait la prospection client. Il y a des clients qui vous font un retour. Si ma mémoire est bonne, vous êtes sur le territoire national, c'est vrai? Oui. Donc, le retour des clients, c'est bénéfique pour les prochaines prospections. Pardon? Oui, oui, je vous entends là. Est-ce que le retour de vos prospections, vos anciennes prospections, est-ce que sont importantes pour vous, le feedback? Oui, très important. Ce feedback-là, si on n'apprend pas de nos erreurs, est-ce que on peut l'utiliser comme étant une arme positive pour les futurs prospects? Oui, D'accord. tout à fait. Généralement, les utilisateurs de l'équipement, à un certain moment, lors de vos échanges, ils peuvent vous dire quelques défaillances au niveau du système. Qu'est-ce qu'ils souhaitent faire comme amélioration pour remédier à des différentes problématiques? Est-ce que cette discussion, elle existe toujours? Oui, oui, Alors, souvent. très souvent. Alors, cette discussion, on doit l'intégrer dans le domaine d'apprentissage. Et lorsqu'on parle de l'apprentissage, à un certain moment, comme étant, vous vendez du matériel paramédical, on va prendre le cas de l'IRM. Je sais très bien que l'IRM, maintenant, si ma mémoire est bonne, je ne suis pas un médecin, mais il y a des IRM à des différents niveaux qui peuvent pénétrer plusieurs couches ou plusieurs niveaux. Est-ce que c'est le cas, Linda? Oui, oui. Il y a des configurations. Alors, il y a une certaine configuration. Lorsque vous allez proposer ça à un nouveau hôpital ou à une nouvelle clinique, est-ce que vous donnez derrière une formation? Oui, Alors, ça cette fait formation, partie du service. oui, elle fait partie du service. Mais cette formation, c'est une formation d'apprentissage, comment utiliser l'équipement. Mais en même temps, le retour d'expérience par rapport aux équipements précédents. Tout à fait, oui. Et cet apprentissage, on peut le voir d'une autre manière. Vous pouvez offrir le service formation à une clinique ou à un hôpital spécifique pour qu'il puisse faire de la publicité derrière. Et c'est à ce moment-là, par rapport à ce message-là, et par rapport à cet apprentissage, vous allez augmenter votre part du marché. Oui. Alors, regardez maintenant, l'apprentissage par une simple formation, ils vont améliorer le processus interne, ils vont gagner d'autres clients, qui veut dire dans le domaine médecine, c'est des patients, pour augmenter le bénéfice de l'entreprise. Oui. Et ces 4 domaines sont carrément une boucle. Chaque domaine a une relation avec une autre. Très bien. C'est clair. Très bien, très heureux de le savoir. D'autres questions, s'il vous plaît? Pour moi-même, c'est bon pour moi. Donc, moi et Monsieur Saad, on va vous prendre comme notre PTG. Alors, on va vous recruter, Monsieur Kamel. Non, généralement, ce sont des choses offertes. Donc, ce n'est pas intéressant pour vous. Vous voulez dépenser votre argent, mais pas pour moi. D'accord. On va partir sur quelques exemples pour qu'on puisse bien comprendre chaque domaine
comment définir ces domaines-là. On va commencer par le finance. Lorsqu'il s'agit des finances, on doit décortiquer le finance en objectifs. J'ai choisi 4 objectifs que vous le voyez maintenant, mais ça peut changer. Alors, un des objectifs, c'est maintenir la probabilité, réduire les coûts, minimiser les dettes et facturation efficace. Alors, comment ce tableau est présenté? Lorsqu'on veut améliorer la performance de l'entreprise, la première des choses, qu'est-ce qu'on doit savoir? La première des choses, on doit savoir où est-ce qu'on va partir. Donc, c'est l'image future de l'entreprise ou de l'organisation. Donc, on doit connaître la vision. Et cette vision-là, comme on l'a dit tout à l'heure, elle doit être simple, mesurable et claire pour tout le monde. Et la deuxième des choses qu'on a besoin, c'est de définir le premier point. Et ce point, il est très important. C'est de diagnostiquer l'organisation à l'instant T, maintenant. Et ce temps-là de diagnostic va nous aider énormément pour atteindre nos objectifs. On va commencer par la facturation efficace. Linda, lorsque vous vendez généralement votre équipement, généralement, vous prenez quelques temps pour faire la facturation. Effectivement, oui. D'accord. Généralement, et de combien? 2 jours, 3 jours, 4 jours? Entre le temps de… Donnez-moi juste un chiffre, Linda, pour faciliter les choses. Vu que je travaille En fait, mon client doit faire une importation. Donc, c'est au moment où la marchandise sort de l'usine qu'elle est facturée. D'accord. Donc, après la production. Après la production. Donc, entre le bon de commande et la facturation, ça prend à peu près combien de temps? Tout dépend des délais de livraison, mais c'est entre 2 mois et 6 mois. Tout dépend des produits. D'accord. On va dire 2 mois, 30 jours, 60 jours. L'état actuel, c'est 60 jours. Imaginez que le chef d'entreprise exige, il va donner une nouvelle orientation. On doit avoir une facturation chaque 45 jours. Donc, l'état actuel, c'est 60 jours et l'état souhaité, c'est 45 jours. Vous, comme étant un expert du métier, vous allez dire que ça va prendre à peu près 6 mois à 1 année pour atteindre cet objectif. Alors, regardez la durée. Et ce nouveau objectif va être décliné en plan d'action pour que vous puissiez atteindre les 45 jours de facturation efficace. Parce que là, on va gagner 4 jours de facturation. Est-ce qu'on a compris, Linda? Oui. D'accord. Mais avant, c'est un travail de diagnostic, voir où on perd du temps, Exactement. Donc, on doit diagnostiquer l'état actuel, où on perd du temps, et on doit… Parce qu'il y a un proverbe chinois, ils disent on doit traiter le mal là où il fait mal. Très bien. D'accord. Donc, on doit faire le diagnostic et on doit déterminer exactement. Il ne faut pas oublier, la facturation a une relation directe avec les processus internes. Possible que le processus interne a une problématique. Donc, on doit toucher. Et c'est à ce moment-là qu'on parle d'un équilibre, d'alignement, la vision des objectifs stratégiques, mais d'un équilibre. On ne peut pas parler de la finance sans parler de la performance du collaborateur. On ne peut pas parler de performance du collaborateur sans toucher les processus. Et on ne peut pas améliorer les processus si on ne peut pas vendre le client. Oui. Le deuxième point, minimiser les dettes. Actuellement, on va dire que cette année-là, on a eu des dettes de 2200 cas et on va améliorer à un autre chiffre. Maintenir la probabilité d'exécution de tâches. Cette année-là, on est à moins 0,02%, mais l'an prochain, on veut atteindre la probabilité statistique de 0,05. Et je pense que Shahira est très bien sur ce domaine-là. C'est vrai, Shahira? Oui, je suis avec vous dans tout ce que vous êtes en train de dire, surtout sur ce point. Et Alors, aussi, ouais. le plus important, en fait,
si vous me permettez de partager avec vous des choses qui sont en relation avec le sujet. Et là, l'entreprise, elle va choisir ses objectifs par rapport, bien sûr, à sa vision et par rapport aux obstacles qui sont là et qui l'empêchent d'aller vers arriver à sa vision. Par exemple, si elle doit réduire ses coûts pour aller plus vite ou pour pouvoir investir, donc ça sera un objectif. Et à travers ça, on va pouvoir suivre. Est-ce qu'on est en train de réduire nos coûts ou non? Et ça passe par les 4 domaines que vous venez nous présenter, savoir le client, le process interne, l'apprentissage, ainsi de suite. C'est tout à fait logique. On ne peut pas ne pas passer par ces 4 domaines pour arriver à se réaliser cet objectif. Tout à fait. Alors, si on touche juste le point réduire les coûts, c'est vrai, réduire les coûts, c'est au niveau de la finance, mais on ne peut pas ne pas être impacté par les clients, on ne peut pas être impacté avec les processus internes et aussi par rapport à l'apprentissage. Et c'est ça le problème actuel, Monsieur Kamel, dans les petites et moyennes entreprises, en fait. Parce que pour eux, réduire les coûts, donc il peut attaquer n'importe quel coût et après, il va trouver des problèmes parce qu'il n'a pas pris en considération ces 4 domaines. Exactement. C'est pour cela, généralement, on le constate très rapidement. Lorsqu'on parle des coûts, la première des choses, on va supprimer la partie formation ou autre chose. Généralement, c'est la formation la plus touchée. Voilà, soit la formation, soit il réduit l'effectif, soit il cherche un fournisseur moins cher avec une qualité moins chère, ou par exemple, ne pas respecter le processus de A jusqu'à Z, ou recruter de nouvelles personnes sans passer par l'intégration, ça veut dire comprendre comment ça se passe. Donc, si on ne respecte pas ces 4 domaines, l'objectif de réduction de coûts va avoir un impact négatif et non pas positif. Tout à fait, Chader. Je dirais que par rapport aux coûts, Siad Bezak va nous dire quelques mots sur ça. Alors, moi, je voulais partager avec vous une expérience. J'ai été marqué par cette expérience. Je l'ai lu dans un ouvrage qui parlait sur tout ce qui est management médical. Parce que ce qu'on oublie, alors c'est une expérience française. Ce qu'on oublie souvent, c'est que dans le domaine médical, quand je parle du domaine médical, je ne parle pas des gens qui activent dans le privé. Je parle de l'État, du ministère de la Santé, qui gère des infrastructures médicales. En général, lorsque l'État gère des infrastructures médicales, c'est des infrastructures qui n'ont pas pour objectif de faire entrer de l'argent. Donc, on s'est toujours inquiété de la qualité de la médecine, de la qualité des soins prodigués, de la qualité de la gestion des gens qui rentraient à l'hôpital, etc. On s'est toujours inquiété de ça. Et en France, ils se réveillent les années 90, ils sont très en retard sur les autres pays européens, et ils se rendent compte que l'hôpital consomme beaucoup d'argent, et parfois pour rien. C'est vrai qu'il y a des gens c'est vrai que certains réfléchissent et se disent oui, mais l'hôpital n'est pas fait pour gagner de l'argent. Ou l'hôpital, c'est bien fait parce que ça part pour la vie humaine n'a pas de prix. Oui, mais il y a des postes de coûts qui coûtent cher pour rien. Je vous donne un exemple tout bête ça a eu un petit impact sur la gestion, on va dire, en France. Par exemple, quand quelqu'un se présente aux urgences. C'est vrai que c'est un domaine qui n'a rien à voir avec le management des entreprises dans lesquelles on réfléchit tout de suite à gagner beaucoup d'argent. Là, c'est plutôt l'inverse. On gère un équipement public, un hôpital, et l'objectif est de prodiguer des soins de qualité, mais en même temps, on va se poser la question, est-ce qu'on ne pourrait pas réduire les coûts pour améliorer la gestion? Alors, l'un des postes de coûts qui coûte le plus cher, c'est le fait que des gens se présentent aux urgences alors que il n'a rien. Il n'a pas quelque chose de… Il aurait pu éviter ça. Il aurait pu éviter de venir, il chède un lit ou il chède une place à l'hôpital et des médecins vont s'occuper de lui, alors qu'il y a d'autres malades qui nécessitent un meilleur soin. Ils se sont dit, si on voyait l'expérience, les pays, comment on les appelle, les pays de Fort Camel,
la Finlande, la Suède, Scandinave. les pays scandinaves, voilà. Où les pays scandinaves, ils ont un centre d'appel l'hôpital. Vous appelez, il y a une infirmière ou un infirmier expérimenté qui vous répond. Donc, l'infirmier ou l'infirmière, il discute avec vous. Premièrement, ce n'est pas un médecin, c'est un infirmier, donc le coût coûte moins cher. Deuxièmement, il répond dans un appel, donc vous ne mobilisez pas une pièce l'hôpital. S'il voit que vous avez un truc, j'ai eu une piqûre d'insecte. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé aux urgences, ben, Inch'Allah, allez-comme en tout cas, mais si vous allez aux urgences, vous allez voir qu'il y a des cas graves et il y a des cas qui, il est là, psychologiquement, il a besoin juste de discuter. C'est un vieux, etc. Donc, ils se sont rendus compte que l'infirmière ou l'infirmier allait dire, voilà, vous avez une petite piqûre d'insecte, une petite pommade et c'est réglé. Si l'infirmier ou l'infirmière remarque qu'il y a un souci et que ça nécessite de venir à l'hôpital, il va dire à la personne, vous venez à l'hôpital. Si maintenant il constate que c'est très grave, il va lui-même envoyer une ambulance vers l'endroit ou le lieu où la personne a appelé. Et ça permet de mieux gérer ça veut dire ça permet de réduire les coûts et de les mettre là où il faut. Et moi, cette expérience m'a inspiré, parce que moi, je me suis toujours dit, oui, tout ce qui est éducation, tout ce qui est université, tout ce qui est sanitaire, on ne fait pas vraiment de management, c'est juste ça absorbe les coûts. Alors que non, il faut penser aussi efficacité financière. Voilà. Merci Abdelzak pour cette intervention. Alors, le deuxième domaine, c'est quoi? Qui se rappelle du deuxième domaine? Tad? Client. Alors, client. Alors, lorsqu'on parle de client, il y a plusieurs points qu'on doit prendre en considération. On doit fixer des objectifs. Alors, idéalement c'est de fixer des objectifs entre 3 et 5. Moi, je suis beaucoup plus pour les pairs. Sauf cette fois-ci, j'ai fait 4 objectifs. On va partir sur le programme de fidélité. Lorsqu'on est dans le programme de fidélité, on a diagnostiqué que l'année 2023, on a fait 285 répétitions de fidélité. Alors, le chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il dit? Que l'an prochain, 2024, on doit augmenter de 25% le chiffre de 285. Aussi, répondre aux besoins des clients. On a fait un diagnostic, on a dit qu'on a atteint 2,6 des 10 demandes. Alors, le chef d'entreprise définit pour 2024, on doit atteindre 3 demandes. Alors, conserver la client pour l'entreprise, le chef d'entreprise, après le diagnostic, a déterminé qu'il y avait 337 personnes et il souhaite atteindre pour l'année 2024, par exemple, 345 clients. Et la distribution, il atteint 4,52% pour 2 agences de distribution. Il a fixé comme cible pour 2024, il va développer 5 agences et il doit atteindre un taux de distribution de 4,56. Voilà par rapport aux clients. Les différents objectifs, c'est moi, je les ai choisis. Comme ça, on peut aussi faire autre choix selon la vision de l'entreprise. Les objectifs, ils ne sont pas figés. Les clients et les objectifs qui sont ici, c'est mes propres choix. Vous pouvez les améliorer, vous pouvez changer, vous pouvez ajouter, vous pouvez enlever, ça selon ce que vous voulez atteindre. Alors, le troisième point, qui est aussi important, il ne faut pas l'oublier, c'est le processus. On va donner un exemple, la rétention des employés, la rétention des talents. Cette année, on a pu, sur 100, sur un certain pourcentage, on a atteint les 2,5%. Je dirais que pour l'année prochaine, ou les 2 prochaines années, on doit atteindre les 3%. La digitalisation, actuellement, on utilise 77% du papier, mais on veut atteindre l'année prochaine les 74 ou 70%. C'est juste, alors ces chiffres-là, c'est juste pour dire que actuellement, avant de passer à l'action, on doit faire un diagnostic de chaque partie, ce qu'on veut améliorer. 70%, c'est l'état actuel, et 74% ou 70%, c'est l'état futur qu'on souhaite atteindre. La centralisation de IT, on est à 80% de centralisation et on veut atteindre 85% de l'année prochaine. Et généralement, il y a un déficit au niveau de rapport
j'ai constaté, on a constaté que la majorité des collaborateurs ne remplissent pas les rapports. Cette année, on a constaté que 12 personnes ne remplissent pas les rapports. Et c'est par rapport à l'année prochaine, je veux supprimer ce pourcentage et je veux que tout le monde remplisse le rapport à 100%, sans aucune exception. Et c'est pour cela que j'ai mis 0. Alors, regardez, dans cet affichage-là, il y a juste remplir les rapports que j'ai fixés à un 0. D'où l'importance du management derrière. À un certain moment, on doit être directif, autoritaire. Et tout dépend de la situation. Le rapport a une relation directement avec quoi, Linda? Shahira, Saad ou les Pardon? autres? Alors, pourquoi j'ai dit les rapports, j'ai mis carrément 0. Les autres, j'étais tolérable avec eux. Mais les rapports, j'ai mis 0. Pourquoi? Est-ce que vous avez une idée pourquoi? Pour mieux maîtriser ces chiffres, on a besoin de données. Tout à fait. Et surtout Linda, c'est par rapport au 4e domaine d'apprentissage. C'est pour cela que je vous ai fait appel, parce qu'on a discuté sur ça il y a un certain moment. Donc, sans rapport, est-ce qu'on peut avoir le retour d'expérience? Non. Non. Et c'est par rapport à ça qu'on a exigé que tous les rapports doivent être remplis à temps et sans aucune exception. Abdelzak, souhaitez-vous ajouter quelque chose par rapport au rapport? Oui, oui, moi je voulais juste parler sur. On a du mal à connaître. Bon, quand on dit rapport, on ne signifie pas systématiquement un rapport papier. Ça peut être un rapport rempli qui servira comme source d'informations qui vont être intégrées à la base de données ou au système d'information de l'entreprise. Faire aussi des rapports papier pour les stocker dans une salle d'archives et puis après être perdu et difficilement accessible, ce n'est pas non plus l'objectif. Donc là, supposons que nos employés remplissent régulièrement des rapports avec des chiffres précis et mettent en place aussi ou font des indications sur ce qui s'est mal passé, les mauvaises décisions qui ont été prises, les solutions innovantes qui ont été utilisées. Par exemple, on doit acheter régulièrement de chez un fournisseur qui vend du matériel technologique de pointe et on n'a pas l'habitude d'acheter de chez lui et on a toujours été un peu perdu quand on fait nos commandes. Puis après, on se met à recruter régulièrement des consultants qui sont dans le domaine technique et qui nous assistent pour la rédaction de nos bons de commande. C'est une bonne pratique. Comme on est une entreprise qui couvre géographiquement une grande superficie, les autres départements de l'entreprise ne connaissent pas cette petite astuce. Quand je remplis mon rapport ou mon document, je vais mettre cette petite astuce qui va être partagée dans le système d'information. Donc ça, c'est lié aussi, comme le disait Kamel, à la notion d'apprentissage. Dès qu'on commence à remplir on commence à faire des retours d'expérience, on va pouvoir améliorer l'efficacité de l'entreprise. Bon, entre parenthèses, quand on parle de retour d'expérience et de remplir les rapports, il y a un petit souci qui se trouve à ce niveau-là. Imaginons que moi, je travaille en entreprise et que dans mon entreprise, il n'y a pas cette vision d'erreur ou de faute partagée. Moi, je vais remplir mon rapport et dire j'ai fait une petite erreur. Au lieu de faire une commande de 20, j'ai mal fait mes estimations, j'ai fait une commande de 30. Si je l'écris et si dans mon entreprise, il n'y a pas la culture pour accepter les erreurs et les améliorer, les gens vont tomber dessus. Mon manager va me dire « Ah tiens, c'est toi qui fais les commandes en faisant perdre à l'entreprise tant d'argent. » Ça veut dire que derrière remplir les rapports, il y a une base de données efficace qu'on peut réutiliser par la suite, qu'on peut diffuser, mais en même temps, il y a derrière toute une culture à travailler. Et moi, je connais certaines entreprises qui ne sont pas prêtes à ça.
dans certaines entreprises, si vous remplissez des rapports et des choses comme ça, vous pouvez avoir des critiques et des… D'accord? Donc, il y a beaucoup de travail derrière. C'est-à-dire que ça, c'est pas juste on l'écrit puis ça se réalise sur place. Ce sont les valeurs que doit partager le boss ou le chef Oui, d'entreprise, en fait. La transparence, oui, le partage, c'est ça. Donc, oui. ça fait partie du mindset d'entrepreneur, en fait, le mindset de celui de chef d'orchestre. Et ici, je rebondis sur ce que vous êtes en train de dire. En fait, remplir les fiches ou remplir le user experience, c'est une tâche lourde, en fait. C'est une tâche lourde et c'est pour cela qu'il y a maintenant les intelligences artificielles et on parle de BI, le business intelligence, qui va permettre à l'entreprise de gagner du temps. Et là, j'attire l'attention à ce qu'il y a des gens qui achètent des business intelligence copier-coller. Ça veut dire, eux, ils sont dans une entreprise bien déterminée, ils voient qu'une autre entreprise, elle a un BI, elle achète le même produit. Elle ne l'adapte pas selon le fonctionnement dans son entreprise interne et les valeurs et leur mindset. Du coup, ce BI, il va jamais donner une valeur ajoutée et les gens, ils vont le laisser. Et on vit actuellement, et moi, je suis en train de le voir à travers mon intervention dans les entreprises, est-ce qu'il investit dans les logiciels, mais ces logiciels, ils sont abandonnés. C'est dommage, oui, effectivement. Moi, j'ai fait très attention il y a un standard très connu au management de projet qui s'appelle PMBOK. À partir de l'avant-dernière version, dans tous les chapitres pratiquement, ils ont rajouté au moins un paragraphe par chapitre pour dire adaptez, 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 ne faites pas de copier-coller. Et donc le dernier standard, c'est carrément un chapitre à part. C'est même pas un paragraphe par chapitre. Donc oui, l'adaptation, c'est vraiment la clé de réussite. C'est la clé de réussite pour arriver à faire cette boucle-là. Et parce qu'il y a des entreprises, certes, elles peuvent utiliser les nouvelles technologies ou les nouvelles idées. Il y a d'autres qui peuvent utiliser des approches des années 60. L'essentiel, c'est qu'elle atteint sa vision et atteint ses objectifs. Et là, pour convaincre les petites et moyennes entreprises, il faut taper fort. Ouais. J'imagine Bon, que c'est pas évident. J'ai un peu partagé mon vécu avec surtout les petites et moyennes entreprises. D'accord. Vous êtes avec moi, monsieur Saad, hein? On ne va pas faire ça, Oui. nous. Hein? On va s'adapter, nous. Exactement. Voilà. Donc, nous, dans notre entreprise, monsieur Kamel, moi et monsieur Saad, la transparence, c'est la règle numéro 1. D'accord. OK. Bah, je suis très heureux pour vous. Bonne continuation. Merci. OK, très bien. Je suis très heureux de savoir. Bah, on va continuer, je pense, que par le dernier domaine. Alors, ce domaine-là, il est l'apprentissage, tout simplement. Alors, comment peut-on… Désolé, il y a un certain bruit. C'est mon fils qui est en train de faire sa crise. Voilà. Alors, les objectifs, on peut les décortiquer par plusieurs choses. Alors, l'apprentissage, on peut aussi intégrer des nouvelles régions. Actuellement, on a 3 régions dans notre patrimoine. On va dire que pour l'année prochaine ou les 3 prochaines années, on doit intégrer 4 nouvelles régions. L'apprentissage, on a appris par rapport aux différents clients, par rapport aux différents processus intérieurs, comment réduire les coûts d'exploitation. D'où actuellement, on est à moins 20 cas et on veut atteindre moins 18 cas. Ça, c'est le deuxième objectif. Le troisième objectif, c'est recruter des partenaires. Cette année, on a atteint 11. Les futures années, on doit intégrer 10 partenaires différents. Et le dernier point, c'est les produits innovants. Aujourd'hui, on a fait un produit et dans les 2 prochaines années, on doit développer, ou l'année prochaine, on doit développer 3 produits innovants. Voilà le 4e domaine. Vous avez constaté que j'ai commencé par le finance. Après, on est parti. Le 2e point, c'est les clients. Le 3e point, c'est le processus. Et le 4e point,
c'est l'apprentissage. On peut le construire comme étant une pyramide. Donc, la base, c'est quoi? C'est l'apprentissage. C'est de former. Ça, c'est la base. Après, on parle de quoi? On parle d'améliorer les processus intérieurs. Voilà. Ça, c'est l'étape supérieure. Et si on améliore les processus intérieurs avant même de parler d'investissement, on peut acquérir d'autres clients. Et les clients sont satisfaits. Surtout lorsqu'on passe une commande, on attend une journée ou 2 jours. Maintenant, en améliorant un processus, on peut acquérir tout simplement des nouveaux clients. Et une fois qu'on a des clients, qu'est-ce qu'on va avoir? On va améliorer notre partie financière. Ça, c'est une organisation, on va dire, d'une entreprise à profit, à but lucratif. Alors, comment, en gardant ces 4 domaines, peut-on les appliquer sur des instituts gouvernementaux ou des instituts ou une organisation à but non lucratif? Comment peut-on organiser ça pour qu'il soit adapté à n'importe quelle entreprise ou n'importe quelle organisation? Alors, est-ce que vous êtes là? Oui, oui. Alors, Oui, on est là. Les mêmes domaines. Regardez, en utilisant les mêmes domaines, comment peut-on organiser ces domaines-là pour qu'ils soient appliqués? Alors, l'ordre chronologique 1, 2, 3, 4, généralement, c'est pour les entreprises qui cherchent un bénéfice, de l'argent. Mais pas toutes les organisations cherchent de l'argent. Alors, comment appliquer ces 4 domaines pour qu'ils puissent être applicables dans n'importe quel organisme à but non lucratif ou gouvernemental? Ben, c'est la même logique. En fait, après, c'est la partie finance. C'est gagner, par exemple, si on va bâtir des maisons pour les sociales, ce qu'on va gagner en argent, c'est diminuer les sans-abri, c'est améliorer la vie pour la partie démunie. C'est ça, Alors, je pense. Shahira, ce que tu viens de dire, c'est vrai. Donc, si on réalise les logements sociaux pour faciliter la vie des personnes. Oui, parce qu'on va diminuer les sans-abri, on va améliorer le niveau de vie, c'est ça ce qui est. Donc, on va améliorer la consommation, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est le but. Mais est-ce qu'on va garder le même ordre chronologique? 1, 2, 3, 4. Donc, finance, client, processus interne et l'apprentissage. Je ne sais pas. D'accord. Mais tu as donné la solution. Alors, Shahira, on a accepté votre proposition. On va la traiter. On va vous rendre la réponse. D'accord. Saad? Bon, je pense que qu'on va commencer par le processus, non? D'accord. Non. Je retiens. Donc, le premier, c'est le processus, c'est vrai? En fait, on va construire des logements sociaux. Donc, c'est des logements. Donc, on va pas. C'est-à-dire, l'objectif, c'est d'apporter. Regarde, Sad, j'ai dit, c'est très simple, Sad. Est-ce qu'on va garder le même ordre? 1, c'est finance. 2, client. 3, c'est le processus. Et le 4, apprentissage. Est-ce qu'on va garder cet ordre-là ou on va le changer un petit peu? On va un petit peu le bousculer, oui. D'accord. Alors, tu mets quoi en première position? Alors, Saad, tu as un joker. Tu as un joker. Tu peux faire passer la balle à un des participants qui existe. Donc, il y a Linda, il y a Fauzi, il y a Nabil et il y a Rachid.
tu vas choisir qui? C'est bon, Shahira a déjà dit son mot. Donc, le joker, tu vas choisir quelle personne? Alors, entre Linda, Fouzi, Nabil et Rachid. Il y a déjà une réponse sur le chat, Rachid. Ah, d'accord, je n'ai pas vu. D'accord, il vient de poster. Il dit l'optimisation des coûts, ça veut dire que lui propose que les finances restent en premier point. Il dit l'optimisation des coûts au lieu de la réduction des coûts. Donc lui, il dit, ça veut dire que ça reste les finances, mais l'objectif, ce n'est pas la réduction. Alors, ce n'est pas la réduction des coûts, etc. C'est l'optimisation. L'optimisation des coûts. Est-ce que je peux intervenir? Ah non, c'est trop tard pour toi, Shahira, c'est trop tard, désolé. C'est mon domaine, c'est mon domaine, c'est mon domaine. Sauf si ça utilise son joker, je vais faire une exception. Mais généralement, il y a les autres personnes. Il y a Linda, il y a Fouzi et Nabil. Non, moi, je voulais intervenir juste pour ce message-là. Mais Kamel, les prochaines sessions, essayez de faire sur ce sujet-là parce que c'est un sujet très important sur l'optimisation et la réduction de coûts. C'est très, très, très important, surtout actuellement. C'est pour cela que je voulais intervenir. Je me retire. Non, tu ne te retires pas. Tu restes avec nous. On va terminer bientôt, Inch'Allah. Alors, tu vas prendre la parole à part ça. Linda, souhaitez-vous prendre la parole? Oui, mais apparemment, il y a Rachid aussi qui lève la main. Là. Voilà. Rachid? Rachid est en mute. Je ne sais pas si… Voilà. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui. Oui, bien. Très bien, donc, j'écoute depuis quelques instants là. Donc, moi, je suis dans les ressources humaines, donc tout ce qui est management des ressources humaines et tout ça, donc le développement du personnel, le développement humain, tout ça. Donc, j'ai mis le post. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, je vous entends très bien. Oui, parfaitement, oui. Très bien. Donc, j'ai posté que l'optimisation des coûts au lieu de la réduction des coûts, et j'ai mis la théorie d'Einstein, E égale mc carré. Donc, à mon avis, c'est dans mon expérience que au lieu, c'est une éventualité, c'est une solution de réduire les coûts. Je suis d'accord sur ce point. Mais d'autre part, si je vois, donc s'il y a, comme je l'ai mentionné, E égale mc carré, c'est efficience, donc qui est égale l'efficacité d'une entreprise, qui est égale et l'efficience de la ressource humaine et du personnel et de l'humain, donc est égale à la motivation, M, et les compétences, ça veut dire les compétences techniques qui sont juste des hard skills, et les compétences comportementales, des soft skills. Donc, si on arrive à bien gérer les ressources humaines, je donne un exemple. Si on fait des formations, j'ai entendu que vous réduisez la formation, que le personnel n'ira pas faire des formations pour réduction des coûts. Je suis contre ça, du point de vue que vous pouvez optimiser cette ressource humaine, cet collaborateur, à se former sur d'autres tâches ou bien sur d'autres fonctions. C'est au lieu de faire recruter une autre personne pour gérer, alors que cette personne, ça veut dire la mobilité interne, qu'il peut être formé sur ça. Et au lieu de payer, ou bien au lieu de payer deux personnes, faire un nouveau recrutement, cette personne pourra faire les deux tâches, alors que vous avez optimisé la personne, vous l'avez motivé, vous l'avez formé sur un autre objectif qu'il peut le faire, au lieu de recruter une autre personne et payer avec toutes les cotisations et les salaires et voilà. C'était mon idée globale. Bon, j'ai dit toujours, il faut voir avant de réduire, optimiser la ressource humaine, optimiser les collaborateurs, optimiser, ça veut dire les coûts, je veux dire que les rendre à travers la ressource humaine. Si on arrive à optimiser la ressource humaine,
automatiquement que les coûts seront réduits automatiquement sans les toucher. Ben là, mon point de vue, je ne sais pas si j'étais assez clair ou non. Oui, Monsieur Rachid, bien, parce que moi, comme je vous ai dit, moi je suis dedans. La réduction de coûts n'est qu'une conséquence d'optimisation de coûts. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est Rachid, lorsqu'on a parlé de est-ce qu'on va garder l'ordre chronologique 1 pour le finance, 2 pour le client, 3 pour le processus et 4 pour l'apprentissage pour tout type d'organisation. Lorsqu'il s'agit d'une organisation à but non lucratif, est-ce qu'on va garder ce même ordre ou bien on va le changer? Et si on le change, quel est l'élément qui va changer? Donc, c'est à but lucratif, c'est bien ça? À but non lucratif ou des institutions gouvernementales. Donc, ça va changer automatiquement, hein, à mon avis. Hein. Oui, ça va changer, ça c'est certain. Mais qu'est-ce qui va changer? Ben, vous avez cité les 3 points, donc la réduction des coûts. Mais bon, vous pouvez répéter votre question s'il vous plaît, je n'ai pas tellement suivi. D'accord, regardez. Lorsqu'on a présenté les 4 domaines, on a commencé par le finance, puis le client, puis les processus, et après, c'est l'apprentissage. Ça, c'est pour une entreprise à but lucratif, donc il va gagner de l'argent. Mais pour les instituts gouvernementaux, elle n'est pas là pour gagner de l'argent. Ou des organismes à but non lucratif, ils ne sont pas là pour garder de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour puisse adapter ces 4 domaines, même pour des organismes à but non lucratif? Donc, j'y pense, j'y réfléchis. Hein, donc, à mon avis, donc, il faut accentuer sur l'apprentissage. D'accord. Je prends. Vous aurez une réponse juste après que Linda nous donne une proposition. Pour Linda, moi, je ne le vois pas vraiment comme un classement. Tout dépend du type d'entreprise. Si on parle d'une association, si on parle de gérer une école ou de gérer un hôpital, les 4 points sont importants. Je ne vois pas honnêtement, comment donner un classement. Mais les 4 points restent. Essayez, Linda. Essayez. Si je donne un exemple d'une école, par exemple. Donc, une école publique qui doit être gérée. Vas-y sur l'hôpital. On va sur l'hôpital. Ouais. L'hôpital, le client et le patient, ou la société en général. Ouais. Le côté financier, oui, il est important parce qu'on valorise l'heure d'utilisation d'un bloc opératoire, l'heure qu'on utilise pour stériliser les instruments. Alors, on va faire une pause sur l'heure. Donc, lorsqu'on parle de l'heure et le bloc opératoire, on parle de quoi ici? On parle des finances. Non, si on valorise l'heure, donc on doit choisir l'heure, cette heure-là, au lieu de cette heure-là. On parle de quoi en fait quand? Processus interne, non? Exactement, on parle de processus. Donc, il y a le client, Linda, puis il y a le processus. Non, est correct. Alors, 3e point. Finance, mais plutôt apprentissage et finance. Exactement, exactement. Je t'ai aidé, Linda. Tu me dois du chocolat. Avec plaisir. Alors, en fin de compte, lorsqu'il s'agit des instituts à but non lucratif comme l'hôpital ou des instituts gouvernementaux, ils sont là pour quoi? Pour aider les citoyens à s'épanouir. Donc, la première des choses, ce n'est pas gagner de l'argent, c'est de satisfaire les clients. Mais la base de tout ça, c'est d'avoir un financement important. Alors, le 1, c'est le client. Le 2, c'est améliorer les processus. Le 3, c'est l'apprentissage pour qu'on puisse améliorer les processus. Et pour qu'on puisse faire adhérer l'ensemble et former l'ensemble, on a besoin d'un socle de base qui est la finance. Il faut juste tout simplement
le finance qui a fait position 1 devient en position 4. Et c'est à ce moment-là, le finance, lorsqu'il sera en première position, c'est pour les organisations à but lucratif. Et lorsqu'il s'agit de clients qui sont en position 1 et en position 4, c'est les finances, c'est des institutions à but non lucratif. Voilà. Est-ce que c'est clair? Oui, maintenant c'est clair. Voilà. Ben, qu'est-ce que je pourrais te dire? Tout début a une fin. Et on vient juste de terminer notre petit webinaire et on passe à la question, à la section débat. Si vous avez quoi que ce soit comme question, comme réflexion ou supposition, n'hésitez pas. J'ai pris en note la proposition de Shahira, l'optimisation et la réduction des coûts, mais nous sommes présents, moi et M. Abdelrazak Bendali. Il y a 2 mails qui se présentent devant vous, coach@certifpmp.com. Vous pouvez nous joindre sur ce mail-là ou bien via mon mail personnel kamal.alaban@gmail ou sur mon profil LinkedIn kamal_alaban. Voilà. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poser de questions. Je suis à votre disposition. Je vais profiter pour faire 10 secondes de pub sur la chaîne YouTube Certif Projet. Je partage avec vous le lien de la chaîne YouTube. Dans cette chaîne, il y a principalement des informations ou des vidéos sur les standards de management de projet. Et pour l'instant, on est sur le standard PMBOK, le standard le plus, on va dire, le plus connu. D'accord? Donc là, vous pouvez vous abonner, vous pouvez suivre les différentes vidéos qui sont postées au fur et à mesure. C'est une jeune chaîne. Il n'y a pas beaucoup de vidéos pour l'instant. Et on va profiter de poster, Inch'Allah. Si l'enregistrement est bon, normalement, c'est du HDT, le séminaire d'aujourd'hui. Si tout se passe bien, on la postera. D'accord? On est en train de faire une expérience. Mettre l'Omounèche si vous ne trouvez pas je sais pas quel sera le résultat. Logiquement, le résultat sera bon et on gardera de la vidéo, on la mettra sur la chaîne YouTube. S'il y a un problème par contre, ça nous apprendra à ne pas faire les mêmes bêtises pour la prochaine fois. Je préfère dire ça. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Normalement, on a avec Zoom, on a du HD enregistré qu'on récupère juste après. Voilà. Alors, je suis disponible à vos questions. Je constate qu'il y a Nabil qui est là. Nabil, souhaitez-vous ajouter quelque chose? السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لاباس عليكم؟ لاباس الحمد لله. نبيل، الحمد لله. حسب الأصوات تاعك منين نبيل؟ بسا الجيري خير تيليكوم. الناس، مرحبا بك. وبيك لاباس؟ لاباس خويا نحضر العزيز. متأخر شوية، متأسف أني ما حضرتش من الأول. معليش. إن شاء الله المرات الجاية إن شاء الله نكون من الأول إن شاء الله. مرة ما جا خصنا نشوفك الأول وجماعتك تاعك. هيه. مرحبا مرحبا. بيك سي كمالو. Allah yahfadek. Alors, c'est Nabil. Des questions, si vous souhaitez vous poser une question, n'hésitez pas. Ou une réflexion. Marhaba. بارك الله فيك. Très bien. Linda, souhaitez-vous dire quelque chose? Non, pour moi, c'est très clair. Déjà, c'est un premier épisode très intéressant. Ça m'a appris pas mal de choses. Très bien. هذا ماشي مسلسل تركي ليندا. Je ne suis pas du tout Moussa Salet. Ça va. Très bien. Ça, c'est une bonne chose. Merci. Sahira, tu veux dire quelque chose? Oui, pour moi, je remercie M. Abdelrazak, Mme Linda, M. Saad, M. Fauzi, M. Nabil qui vient de rejoindre, M. Rachid pour le partage qu'on a eu pour ce sujet qui est pour moi est très, très important. Surtout actuellement, on ne parle plus de management, on parle de leadership, qui est le management 2.0. Et ça, à travers ce qu'on a vu, ce que vous avez partagé, j'ai complété ce que j'ai comme connaissance sur la stratégie d'entreprise, la mise en place de cette stratégie,
ainsi de suite. Merci, Monsieur Nkemed, pour toutes les informations que vous avez données. Et à très bientôt. Vous avez tout dit et on a tout dit. Donc, je n'ai rien à ajouter. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est ça. Ben, pour mon premier webinaire, donc, j'avoue que c'était une expérience enrichissante et comme ça pour tout le monde, cette participation et tout. Et ça a été vraiment très bénéfique pour moi. Hein. Franchement, c'était… Très heureux de le savoir, c'est ça, avec plaisir. Nous sommes à votre service. N'hésitez pas à prendre contact avec moi ou avec Abdelrazak. Donc, on est disponible à tout moment et dans la limite du possible, bien sûr. Inch'Allah, j'hésiterai pas, Inch'Allah. C'est posé. S'il y a quelque chose à vous dire. Je tiens à remercier tous les participants. Ça a été vraiment une très courte présentation avec pour le management. Ça a été la première fois que j'ai participé. Mais franchement, ça a été très bénéfique pour moi et Inch'Allah, ça va m'aider dans la gestion des projets dans le futur, Inch'Allah, même dans la vie privée. Effectivement. Marhaba, n'hésite pas si vous avez besoin de quoi que ce soit, c'est posé. Marhaba. Barakallah fi Cheikh. Avec plaisir, avec plaisir. C'est Rachid. Même les participants, franchement, pardon. Vas-y, c'est posé. Marhaba, marhaba, tfadal. Je tiens aussi à remercier tous les participants. Franchement, ça a été très riche et très bénéfique. Après comme ça. Marhaba, marhaba, marhaba. Alors, c'est Rachid. Oui, ben, de ma part, je remercie tout le monde, d'accord, pour le partage et ça, je crois que ça a été efficace. Et on souhaiterait que chaque fois, il y aura un sujet de discussion, un débat sur ça, sur plusieurs thèmes. Je l'espère. Et merci à tous. Merci. Merci pour votre participation. Moi, je trouve que ça a été… il y a eu de l'animation. Bon, quand on voit le nombre, on n'était pas très, très nombreux, mais si je voyais pas le chiffre s'afficher devant moi, je me serais dit qu'il y a beaucoup plus de monde que ça, parce que c'était vraiment dynamique. Il y avait vraiment de l'engouement et de la participation. Allah yabarak. J'espère qu'on se retrouvera dans d'autres الحلقة الثانية والحلقة الثالثة إن شاء الله par la suite. Et ce sera toujours un plaisir de partager. Voilà. Merci et bonne fin de journée. Merci. Je peux demander quelque chose à différents participants. تفضل. S'il vous plaît, est-ce que je peux demander, est-ce qu'il y a une possibilité de faire juste un retour d'expérience, ce que vous avez aimé sur nos deux profils LinkedIn, surtout par rapport à l'événement, cet événement-là. Est-ce que c'est possible de votre part? Bien sûr. Merci beaucoup, Shahira. C'est une évidence. Et Merci. c'est une reconnaissance de votre temps passé pour préparer ce cours. Donc, on doit être reconnaissant quand même le fait de rencontrer des gens comme M. Saad, comme Mme Linda, comme M. Abdelrazak. C'est un honneur. Personnellement, c'est un honneur pour moi. Donc, c'est une reconnaissance déjà de faire ce networking et aussi vous avez fait des efforts pour nous partager de best practice du management. Donc, c'est une évidence pour moi. Et surtout, de Shahira qui se connecte avec nous de Tunisie. C'est ça? De la Tunisie, oui. De quelle ville, s'il vous plaît? De Tunis. Ah, Tunis. Ah. Tunis, mais ma ville natale, c'est Bizerte. Ah, oui. D'accord. Vous êtes toujours les bienvenus. Hein. Vous pouvez venir à tout moment. Je vous êtes tous invités. Hein. Du Maroc. Pas hésiter à venir alors. Merci, cher. Comme ça, on peut faire un webinaire présentiel. On est tous dans la même salle et on va faire quelque chose d'extraordinaire. Le présentiel nous manque. C'est vrai. Oui. Du coup, Monsieur Saad, on va faire
on va construire vraiment une entreprise rodée là. Hein. On a de la ressource humaine, on a du marketing, on a tout. Hein. Allah يبارك الله يبارك. Inch'Allah, Inch'Allah. J'espère avoir un contact plus ou moins positif. أنا مشاغبة أنا مشاغبة أنا في الأصل مشاغبة. C'est pour cela que j'arrête pas de parler. Mais mon cher est très agréable. Ok, merci. Allez, à très bientôt. Inch'Allah. Merci à tous, à bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci, au revoir.